Salut à tous. Donc aujourd'hui pour ce premier vrai épisode de Photoshop, on s'attaque à gros. Donc on va parler du cœur de votre appareil photo, c'est-à-dire le capteur. Dans la première partie, donc, on va voir le fonctionnement de celui-ci et ensuite on comparera les capteurs de différents appareils photo afin de voir ce que ça engendre concrètement au niveau du résultat. Donc, comme son nom l'indique, le capteur va avoir pour fonction de capter et plus précisément de récolter. Mais alors récolter quoi, Qu'est-ce qu'on récupère en réalité pour faire une image? Eh bien, on va récupérer la lumière. Mais alors qu'est-ce que c'est la lumière? Pour illustrer ça, faisons un petit schéma. Alors pour simplifier, on va se dire que nous sommes en extérieur et que le soleil émet une lumière complètement blanche. Donc cette lumière, c'est une onde qui comporte une infinité de composantes de couleurs qu'on appelle des longueurs d'onde. Donc celles-ci, elles sont dans la même proportion. Il y a la même quantité de bleu, la même quantité de rouge, etc., etc. Alors plaçons donc un observateur et un sujet. Et donc lorsque cette lumière vient frapper le sujet, celui-ci va absorber les longueurs d'onde et réfléchir le reste. Donc oui, effectivement, les objets n'ont pas de couleur, ils absorbent et réfléchissent la lumière, c'est tout. Alors notre œil va recevoir à la fois la lumière directe de la source lumineuse, donc blanche, et la lumière réfléchie du sujet. Donc là, j'ai mis Yoda. Yoda, eh bien lui, ce qu'il va faire, il va réfléchir le vert, parce qu'il est vert, la peau verte. Et du coup, il absorbe le reste. Il absorbe le rouge, il absorbe le bleu, le violet, il absorbe tout ça. Alors, en photo argentique, c'est exactement la même chose. On va juste remplacer notre œil par une pellicule photosensible et qui va changer sa composition chimique en fonction de l'éclairement qu'elle reçoit. En photographie numérique, c'est aussi pareil, à la différence que l'on remplace la pellicule par un capteur électronique. Alors que ce soit en argentique ou en numérique, on va se contenter que de 3 couleurs seulement. Donc le rouge, le vert et le bleu, car c'est avec ces 3 composantes qu'on va pouvoir recréer la quasi-totalité des couleurs, en additionnant ces couleurs-là, plus ou moins lumineuses, pour recréer les couleurs dont on a besoin. Tout à l'heure on a dit que la lumière c'est une onde, mais il s'avère que c'est aussi un amas de petites particules qu'on appelle photons. Donc ces photons, c'est ce que l'on va récolter avec le capteur. Et donc pour les récolter, on a installé des millions de cellules électroniques semblables à des puits qu'on appelle photocytes. Et ces photocytes sont répartis en quadrillage sur le capteur. Alors certains voient peut-être déjà où je veux en venir. Effectivement, ces photocytes sont à l'origine des pixels de nos photos. Si je prends l'exemple de mon appareil photo, donc Nikon D7100, je peux avoir une résolution maximum de 6000 par 4000 pixels, donc 24 millions de pixels. Donc mon capteur a grosso modo 24 millions de photocytes répartis en 6000 colonnes et 4000 lignes. Soit la population de New Delhi, deuxième plus grande ville du monde, sur une surface de 23,5 mm sur 15,6 mm. Imaginez la miniaturisation de ces photocytes. Maintenant, on a nos photocytes, c'est bien, mais ce qu'on veut, nous, c'est une image. Alors, en récupérant des photons, le photocyte va aller transformer en charge électrique, c'est-à-dire en électrons, qui est une autre particule. Et c'est ici que vont se différencier deux catégories de capteurs. Alors, le premier, d'un point de vue historique, c'est le CCD. Donc, dans ce genre de capteur, les électrons sont dirigés vers un collecteur qui va les synchroniser et par la suite les transformer en tension électrique. Enfin, globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vu que ces photocytes, donc notamment pour ce capteur, sont pas sensibles à la couleur, on va appliquer un filtre qu'on appelle un filtre de Bayer devant chaque puits pour trier nos photons, en fait. On va les faire passer dans différents trous en fonction des couleurs. Donc les avantages de ce capteur, c'est la très bonne qualité de l'image restituée et sa facilité de fabrication. Alors par contre, côté inconvénient, et pas des moindres, le coût de fabrication élevé de ce type de capteur et le temps de traitement de toutes les informations qu'il récolte est assez long. Le deuxième type de capteur, c'est le CMOS. Et donc contrairement au CCD, il va pouvoir transformer les électrons en tension sur chaque photocyte. La particularité de ces photocytes, c'est qu'ils ne sont sensibles qu'à une couleur et sont donc répartis
uniformément. Alors le vert est surreprésenté pour correspondre à l'œil humain, qui est plus sensible au vert. Et donc ensuite il y a un calculateur qui va analyser les photosites voisins pour lui faire correspondre une valeur pour les deux couleurs qui lui manquent. Voilà. Donc l'avantage, donc on a clairement une qualité équivalente au CCD avec les technologies actuelles. Il est plus rapide au niveau du traitement, vu que tout se fait sur chaque photosite, il n'y a pas besoin d'attendre que ça soit transmis au lecteur, donc plus rapide, coût de production moindre et encombrement moindre également. C'est le type de capteur qui va venir équiper les appareils photo réflexes dans une très large majorité. Bref, dans les deux cas, on ressort avec un signal électrique qui sera plus ou moins amplifié puis ensuite numérisé. Alors pourquoi on fait tout ça ? Eh bien le fait d'avoir transformé le signal électrique en information permet de stocker donc, le résultat sur un support informatique, donc carte SD, disque dur, etc. Donc soit on garde toutes les informations, soit on dit à l'appareil photo de créer l'image finale. On y reviendra aussi dans un autre épisode. Alors on a donc vu comment fonctionne un capteur, on va donc maintenant s'intéresser à sa taille. Alors on retrouve souvent la taille de 24 mm par 36 mm, dit full frame, ou alors 35 mm, ou alors FX également. Alors il s'agit en fait de la taille de la surface sensible sur la pellicule en argentique. Alors les objectifs argentiques étant adaptés pour ce format, il a été choisi de conserver cette dimension pour les capteurs sur les réflexes numériques, afin que les photographes puissent conserver leurs optiques en fait. Alors l'inconvénient de ce capteur, c'est son coût de fabrication et son encombrement. Il prend beaucoup de place, il est très cher. Alors une autre taille de capteur a vu le jour par la suite pour équiper les réflexes d'entrée de gamme et semi-professionnels. C'est le format APS-C. Donc c'est Advanced Photo System Type C, bref, un truc comme ça, qu'on appelle aussi des fois le format DX. Donc ce capteur possède une diagonale globalement 1,5 fois plus petite qu'un 24-36. Donc il est moins encombrant et moins cher en coût de fabrication. Et donc ce format équipe la quasi-totalité des réflexes amateurs et semi-pro. Pour les appareils photo bridge, compact et sur les smartphones, c'est encore autre chose. Donc pour pallier à leur dimension de poche, ils ont été équipés de capteurs encore plus petits que l'on note le plus couramment en fraction de pouce. C'est 1/3 de pouce, 2/3 de pouce, etc. C'est pas tellement parlant et de toute façon je ne vais pas détailler ces capteurs ici, de toute façon. On aurait pu ajouter aussi le capteur moyen format qui est juste énorme. Il est au-delà du full frame, plus grand, et son prix est complètement exorbitant. Donc pour résumer, on se retrouve avec de grands capteurs et de petits capteurs. Jusqu'à là, tout va bien, jusqu'à ce que les constructeurs se lancent à la course aux pixels. On va se retrouver alors avec des téléphones possédant un même nombre de pixels qu'un réflexe. Donc les constructeurs ont miniaturisé les photosites encore plus petits pour en faire tenir un maximum dans un petit espace. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on entasse beaucoup de choses dans un endroit restreint ? On va déceler deux choses dues à cette miniaturisation. Donc tout d'abord, les photosites sont beaucoup plus petits et donc vont recevoir beaucoup moins de photons. Alors pour obtenir une image aussi lumineuse que celle d'un réflexe, on va amplifier le signal donné par ces photons. Cette amplification se voit, et surtout dans les zones sombres, cela crée des petits points lumineux qu'on appelle le bruit. C'est le deuxième problème. Donc une image avec le même nombre de pixels, mais venant de deux capteurs de taille différente, donneront un résultat de qualité différente. C'est pour cela donc que les réflexes utilisés par les professionnels peuvent présenter une quantité de pixels plus faible qu'un simple compact, mais c'est essentiellement pour obtenir une image beaucoup moins broutée et donc de meilleure qualité. Alors, en utilisant un même objectif sur deux capteurs différents, on va constater une modification de la taille apparente du sujet. Si je prends une photo avec un capteur 24-36 mm, donc full frame, avec un objectif de longueur focale de 50 mm, et qu'ensuite je fixe cet objectif de 50 mm sur un appareil photo possédant un capteur APS-C, j'obtiendrai donc une image rognée de 1,5 fois par rapport à la photo prise par le 24-36.
On a donc l'impression d'avoir une photographie prise avec un objectif dont la focale est 1,5 fois plus grande, soit 75 mm. On parle donc d'équivalent au 24-36. Alors cette équivalence, vous la retrouverez sur les notices des objectifs adaptés pour les réflexes APS-C. Donc pour résumer ce point, on a donc un cadrage plus large en capteur full frame qu'en capteur APS-C avec un même objectif. Et cela va directement influencer les photographes en fonction de leur domaine choisi. Un photographe qui souhaite faire des paysages ou de l'architecture pourra alors obtenir donc un grand angle dès la focale 24 mm avec un capteur 24-36, alors qu'avec un capteur APS-C, il faudra descendre à 16 mm pour avoir le même cadrage, ce qui est tout de suite plus rare comme longueur focale. D'un autre côté, un photographe qui aime faire de l'animalier se retrouvera plus facilement en APS-C, car avec un 300 mm sur ce capteur, il faudra acquérir un 450 mm pour le même cadrage en full frame. Et là, le prix n'est pas du tout le même. Dernière chose que cela va engendrer, en utilisant un 50 mm sur un capteur de 24 par 36 mm, il faudra être plus près du sujet qu'avec un APS-C pour avoir le même cadrage. Alors, il s'avère que, et on y reviendra par la suite, que plus on se rapproche du sujet, plus la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté, est faible. C'est en partie pour ça que les portraitistes apprécient les capteurs 24-36 full frame, car ça leur permet d'obtenir facilement cette faible profondeur de champ qui isole le modèle du décor environnement. Résumé global des capteurs. Premièrement, donc avec un même objectif, plus le capteur est grand, plus le cadrage est large, plus il est petit et plus l'image est étroite et semble zoomer. Deuxièmement, plus la quantité de pixels est importante, plus l'image va être définie et éventuellement agrandie lors d'un tirage. Mais alors plus la densité de pixels augmente, c'est-à-dire plus la quantité de pixels par centimètre augmente, plus on obtient du bruit dû à une perte de la sensibilité, une dégradation de l'image. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il n'a pas été trop dur à digérer, j'espère surtout qu'il vous a permis de comprendre pourquoi la quantité de pixels annoncée à chaque fois par les constructeurs lors des publicités n'a aucune signification lorsqu'on ne connaît pas la taille du capteur. Alors maintenant qu'on sait ce qu'on doit récolter, donc la lumière, et qu'on vient de détailler ce qui la récupère, le capteur, il va falloir maintenant aborder les différentes manières de contrôler la quantité de lumière qui arrive et doser la sensibilité du capteur. Ce sera l'objet du prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. De même, si vous l'avez trouvé compliqué ou inutile, c'est vos retours qui me permettront d'améliorer les vidéos au fur et à mesure. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Photoshop si vous le souhaitez suivre les prochaines vidéos. Ciao!